Hello, je suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello les amis et bienvenue dans l'épisode 256 du podcast Je peux pas, j'ai business. Aujourd'hui, on va parler de comment faire décoller son podcast à travers 5 stratégies. Et autant vous dire, je trouve que c'est la partie la plus compliquée en fait dans le podcasting, c'est de faire la communication, faire découvrir son podcast, gagner des rangs dans les classements Apple, Spotify et compagnie. Je vous ai déjà fait pas mal de contenu sur comment créer un podcast en quelques étapes. Je pense notamment à l'article de blog que j'ai publié sur les 8 étapes pour créer son podcast et à l'épisode 221 du podcast Je peux pas, j'ai business, dans lequel je vous donne un peu toutes mes astuces d'organisation, de production, de comment créer un podcast. Et je vous donne même en téléchargement gratuitement mon template Notion de suivi de projet podcast à télécharger. Donc, je mettrai les liens de cet article de blog et de cet épisode de podcast avec le bonus en description de cet épisode de podcast-là. Mais comme je vous le disais, il y a la partie créer son podcast, produire son podcast, et il y a aussi la partie faire la promotion, faire découvrir son podcast et comprendre un petit peu comment fonctionnent les algorithmes des plateformes et puis comment on peut faire en sorte de se les mettre dans les poches. Et c'est tout le sujet de l'épisode de podcast d'aujourd'hui. Je suis trop hypée parce que je n'étais pas seule pour cet épisode de podcast. J'étais accompagnée de Emma de chez Ocha. Ocha, c'est l'hébergeur du podcast Je peux pas, j'ai business, donc c'est-à-dire la plateforme sur laquelle j'upload tous mes épisodes de podcast et qui se charge de les diffuser à tout le monde. Et je suis ultra fan d'Ocha. Franchement, je travaille avec beaucoup d'outils au quotidien, avec beaucoup d'entreprises. J'ai tendance à ne recommander et à ne parler déjà que des solutions dont je suis 100% convaincue. Mais Ocha et moi, c'est une histoire d'amour parce que c'est des passionnés en fait. C'est que des podcasteurs dans l'équipe. C'est des gens qui connaissent le podcast. C'est pas juste une plateforme d'hébergement comme ça. Et je suis à chaque fois que j'échange avec eux, je suis même allée dans leurs locaux pour enregistrer cet épisode de podcast et je suis ultra fan. Bref, pour tous ceux d'entre vous qui cherchent un hébergeur, je vous le recommande les yeux fermés. Je referme la parenthèse. Comme je vous disais, faire connaître son podcast, c'est beaucoup plus compliqué à mon sens que de juste en créer un parce que c'est quelque chose de plus opaque, surtout avec l'arrivée des nouvelles technologies. On ne comprend pas vraiment qu'est-ce qui fait qu'un podcast va décoller, pas décoller, comment attirer des auditeurs dessus. Et du coup, aujourd'hui, l'idée, c'est de vous dévoiler 5 stratégies complètes et concrètes pour faire découvrir votre podcast que vous pouvez appliquer dès maintenant. Et je suis ultra heureuse parce que moi-même, en enregistrant cet épisode de podcast, j'ai découvert plein de trucs que j'ai d'ailleurs déjà commencé à implémenter au sein du podcast Je peux pas, j'ai business. Donc, hâte de vous présenter tout ça. Cet épisode est littéralement une masterclass, donc prenez des notes. Et petit disclaimer, je m'excuse à l'avance, mais en fait, quand on a enregistré cet épisode de podcast avec Emma, donc on était dans les locaux de Ocha qui a un studio d'enregistrement, et il se trouve que littéralement devant la fenêtre d'enregistrement, il y a eu des travaux, mais genre des sales travaux. Pas des travaux en mode un marteau et un clou. Des travaux en mode on monte et on démonte un échafaudage. Donc ça s'entend parfois, ce n'est pas gênant à l'écoute, mais vous allez parfois entendre des petits tac qui sont les bruits des travaux. On a fait ce qu'on pouvait en post-prod pour étouffer ça, mais malheureusement, même le meilleur matériel audio du monde, au bout d'un moment, quand tu as des travaux à littéralement 2 mètres de l'autre côté de la fenêtre, ça s'entend. Donc toutes mes excuses pour ça si vous l'entendez à certains moments. Normalement, ça ne devrait pas trop gêner la qualité de votre écoute et je vous laisse profiter de l'épisode. Hello Emma et bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Comment vas-tu aujourd'hui? Comment te sens-tu? Salut Aline, ça va très bien. Franchement, je me sens super bien malgré ce temps un peu maussade. Ça va super. Moi, j'adore la période de Noël en plus. Donc là, on arrive à la meilleure période de l'année. C'est vrai qu'ils ont déjà commencé à sortir les décos. C'est là où je regrette qu'il n'y ait pas de vidéo sur ce podcast parce qu'en fait, j'ai l'honneur d'être dans le studio chez Ocha, là à Paris, en face à face avec toi. Et il y a quand même, on va pas se mentir, enregistrer des podcasts en face à face, il y a une petite magie là-dedans qu'on retrouve pas forcément quand on se fait un Zoom, une visio ou un truc comme ça. Donc merci de m'accueillir et merci d'accueillir le podcast dans vos locaux. Avec grand plaisir. Et nous, on adore recevoir des podcasteurs et des podcasteuses dans nos locaux et ça fait du bien aussi d'être en contact direct avec les personnes pour qui on crée toutes ces fonctionnalités. Écoute, est-ce que tu veux bien, alors je parle très souvent d'Ocha, il n'y a pas beaucoup de produits que j'utilise dont je fais allègrement la promotion, mais vous en faites partie tellement je suis convaincue de la pertinence de la solution, de la magie de ce que vous faites. En plus, comme je dis toujours, pour une fois qu'on a un outil français qui surpasse tous les outils US, cocorico quoi, tu vois. C'est clair. Est-ce que tu veux bien te présenter toi, mais aussi présenter Ocha aux auditeurs?
Ouais, ça marche. Donc moi, c'est Emma Potier. Je suis Head of Brand Content chez Ocha. Ça va faire 3 ans pile poil aujourd'hui que je travaille chez Ocha. Joyeux Ocha anniversaire. Merci. Ocha anniversaire, je sais pas comment vous le dites. Mais... Et Ocha, c'est la première plateforme d'hébergement de podcasts en France, mais c'est aussi la première plateforme marketing pour les podcasteurs. C'est-à-dire que nous, l'objectif, notre mission depuis le tout début, depuis la création d'Ocha, c'est déjà de permettre à chacun et chacune de faire entendre sa voix grâce au podcast. Bon, mais ça, c'est notre côté hébergeur et diffuseur, notre casquette hébergeur et diffuseur, mais c'est aussi de permettre à chacun et chacune d'écouter le podcast, c'est-à-dire de donner de la force aux podcasteurs et des outils pour faire décoller leur podcast et que du coup tout le monde puisse le trouver et l'écouter. Donc, en fait, notre objectif, c'est de créer un maximum de fonctionnalités marketing pour booster les podcasts des podcasteurs. Évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais le podcast Je peux pas agir business a été hébergé chez Ocha quasiment depuis votre création et la mienne. Ça a été créé en quelle année, Ocha? En 2018. Ouais, c'est ça. C'est juste... je suis arrivée en 2019 sur Ocha. Ah ouais, donc tu devais être une des premières à utiliser Ocha. Ça a été créé... En fait, ça a été vraiment lancé. On a appuyé sur le bouton Play le 16 octobre 2018. On a d'ailleurs fêté les 5 ans d'Ocha il n'y a pas si longtemps que ça sur la plateforme. Donc vraiment, tu devais être l'une des premières. Ouais, c'est ça, parce que je crois que c'est début 2019 que j'ai switché sur la plateforme. Donc, effectivement, et je suis là et je suis mais vraiment trop convaincue de la plateforme. C'est hyper simple à utiliser, c'est hyper clair. Enfin, toute l'équipe y a accès. Enfin, je ne pourrais jamais taire d'éloges sur l'outil. Et ce que j'apprécie encore plus chez vous, au-delà du côté très fonctionnel, très pratique et le petit chauvinisme de dire c'est une solution française, c'est aussi tout ce que vous mettez autour en place. Il y a le Ocha Club, il y a la communauté, vous êtes hyper présent, le service client est incroyable. Et toi, tu animes aussi le podcast Tips sur lequel tu donnes vraiment des conseils, des astuces sur comment faire découvrir son podcast. Exactement. Donc pour toutes les personnes qui recherchent des conseils, en plus de tous ceux qu'on va voir dans cet épisode, je mettrai le lien dans la description. Donc franchement, trop cool tout ce que vous faites. Merci. Au nom de tous les podcasteurs déjà. Franchement, avec grand plaisir. Et c'est vrai que même moi, d'un point de vue perso, c'est un vrai kiff. Je suis une serial podcasteuse au-delà de Tips que j'ai créé pour Ocha, dans lesquels on donne plein de conseils podcast marketing. À la base, j'ai créé un podcast pour mon ancienne entreprise qui s'appelle Raconte-moi ta ville dans le voyage, donc vraiment rien à voir avec le podcast, mais qui était hébergé sur Ocha en fait à l'époque. Donc je suis tombée amoureuse du format et je suis tombée amoureuse de la plateforme, et donc ce qui fait qu'aujourd'hui je travaille pour eux. Et après ça, j'ai créé un podcast rien à voir, plutôt perso, mais c'était plus mon espèce de laboratoire pour tester plein de trucs, qui s'appelait Frisotique, un podcast sur les cheveux frisés. Génial. Et c'était très chouette à faire. Et donc en fait, même personnellement, je trouve que on a trop besoin de conseils. Être podcasteuse, c'est un monde un peu finalement solitaire et en même temps à la fois solidaire. Enfin, c'est vrai qu'il y a cette double facette. On a besoin des autres, on a besoin de force aussi de l'extérieur, on a besoin de faire de la cross-promo avec d'autres podcasteurs, etc. Et donc moi, je prends un vrai malin plaisir à créer du contenu à forte valeur ajoutée pour aider les podcasteurs à faire décoller leur podcast, tout simplement parce qu'en fait, tout le monde a des choses à dire et on a envie de les aider à ce que tout le monde les entende, quoi. Et c'est pour ça que je vous aime tant. Et après, j'arrête de jeter des fleurs et on rentre dans la substantielle moelle de cet épisode. Mais c'est qu'en fait, vous êtes des podcasteurs et vous avez des podcasts et vous expérimentez des choses. Et tu vois, juste avant, on en parle après, mais tu me parlais de nouvelles fonctionnalités. Tu me parlais de tous les tests que tu as fait toi-même en interne sur tes différents podcasts. Enfin, vous n'êtes pas juste un outil là pour créer un business model récurrent et revendre dans 3 ans et faire des levées de fonds. Enfin, vous êtes dans les tranchées avec nous. Exactement. En fait. On est le podcast, nous aussi. Enfin, vraiment. Et je parle pour moi, mais en fait, tu parlais du Customer Success ou notre équipe support. Dans l'équipe support, il y a une podcasteuse aussi très, très récurrente qui fait des podcasts vraiment toutes les semaines. On a une nouvelle recrue dans l'équipe acquisition qui vient de lancer son podcast, qui a déjà 7000 abonnés par mois. Enfin, un truc énorme et tout. Donc, on pratique le podcast, on en produit, on aime ça et on est, voilà, c'est ça. Et vraiment, on est des passionnés. Et au-delà de ça, quand on crée des nouvelles fonctionnalités, c'est toujours co-construit avec nos podcasteurs et nos podcasteuses, où on va aussi à leur rencontre, on discute, on essaye de comprendre aussi leur utilisation de notre plateforme, du podcast de manière générale. Et donc, toutes les fonctionnalités qu'on sort, c'est parce que ça a été à un moment donné évoqué comme un besoin chez nos podcasteurs et chez nos podcasteuses. Et même chez nous, voilà. Donc, typiquement, la dernière fonctionnalité en date de chez Ocha, je crois que maintenant, je suis devenue la power user grâce à mon podcast Tips, puisque vraiment, j'utilise tous les jours. Et en fait, du coup, je peux moi-même faire des remarques et des suggestions d'amélioration à notre équipe tech, pas parce que je travaille chez Ocha, mais plus parce qu'en fait j'utilise cette fonctionnalité tous les jours grâce au podcast Tips. Trop bien. Emma, du coup, on est entre créatrices de contenu, on est passionnés. Moi, j'ai beaucoup de personnes parmi les auditeurs qui ont lancé leur podcast ou qui souhaitent lancer leur podcast, mais qui ont un vrai problème, c'est que je crée du contenu, c'est trop bien, mais personne l'entend, personne le voit, et je ne sais pas
comment faire connaître mon podcast. Et je reçois tellement cette question. Alors, et en fait, c'est technique. On ne penserait pas. On pense que le podcast, c'est encore un format tellement nouveau qu'il n'y a pas vraiment d'histoire de référencement, d'algorithme, de choses comme ça, comme il peut y avoir sur YouTube, sur les réseaux sociaux ou même sur un site internet. Bien loin de là, il y a vraiment quand même des bonnes pratiques à mettre en place pour faire découvrir son podcast. Ma première question pour toi, c'est, dans les grandes lignes, comment fonctionne l'algorithme de podcast ? Grande question, vaste question. Vaste question. Surtout qu'en plus, il y en a plusieurs, puisqu'il y a plusieurs plateformes d'écoute. Alors déjà, avant de rentrer dans le détail de l'algorithme des plateformes, nous, ce qu'on conseille à nos podcasteurs et nos podcasteuses, quand ils commencent à créer du contenu et faire la communication autour de leur podcast, posez-vous la question de qui est votre persona auditeur. En fait, c'est tout simple, hein. On est vraiment dans le marketing pur et dur. À qui vous vous adressez ? Quel est votre auditeur ou votre auditrice type ? C'est une question toute bête, mais en fait qui va vous permettre d'avoir un plan de communication et une stratégie de com ensuite beaucoup plus efficace. Vraiment, c'est comme un Sims, quoi. Vous lui donnez un nom, vous lui donnez un âge, vous lui donnez une ville où il habite, un métier. Mais c'est vraiment ça. Limite, enfin nous, on a un template de fiche personnelle que vous pouvez télécharger sur Ocha, où vous mettez même une photo que vous allez chercher sur Unsplash ou que vous faites avec Midjourney, et après vous lui faites son emploi du temps. En fait, le matin, qu'est-ce qu'il fait, il va où, à quelle heure, c'est quoi le canal qu'il utilise, est-ce que c'est plus Instagram, Facebook, est-ce que le matin il regarde plus la télé, la radio, j'en sais rien. Bref, vous lui faites un emploi du temps. Vous travaillez après sur le modèle que nous en anglais on appelle les 4 W, donc c'est who, why, when and where, donc qui, quoi, où et quand. Posez-vous aussi la question de pourquoi la personne vient écouter votre podcast. Est-ce que c'est pour, si vous faites un podcast sur la méditation, est-ce que c'est pour se détendre ? Est-ce que c'est plus pour se couper de son quotidien ? Est-ce que c'est plus pour apprendre des choses ? Bon, c'est peut-être pas forcément dans un podcast de méditation. Est-ce que c'est plus pour rire, comme le podcast de Marie-Sophie Larouille très récemment, qui est un podcast What the fuck, mais qui est un podcast méditatif. Donc voilà, donnez en fait, vous, l'objectif principal de votre podcast, pourquoi la personne vient, qu'est-ce qu'elle vient chercher et quels sont les problèmes qu'elle rencontre que votre podcast peut solutionner. En gros, voilà, vous avez une fiche comme ça, mais vraiment, faut la faire premier degré, et ça va donner votre fiche persona. À partir du moment où vous connaissez déjà à qui vous allez vous adresser, vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple après de faire grossir votre podcast et d'aller créer de la communication autour. Et donc, effectivement, pour répondre à ta question de maintenant, dans les algos, comment ça fonctionne, en fait, l'un des leviers que vous avez, vous, pour faire grossir votre podcast, c'est d'optimiser le référencement de votre podcast et de votre émission et de vos épisodes. À partir du moment où vous savez qui c'est et pourquoi, vous allez pouvoir déjà en déduire des mots-clés ou des expressions clés que la personne va pouvoir taper après sur les plateformes d'écoute, qui du coup ensuite va vous aider à optimiser votre référencement de votre podcast. Aujourd'hui, 40% des auditeurs et des auditrices de podcast vont chercher un nouvel épisode à écouter directement à l'intérieur des plateformes d'écoute. Et parmi eux, il y a 58% des auditeurs et des auditrices qui vont taper directement le mot-clé dans la search bar, dans la barre de recherche. Exactement comme Google, en fait. Une plateforme d'écoute comme Spotify ou comme Apple fonctionne exactement de la même façon que Google. Donc, à partir du moment où vous connaissez votre auditeur type et vous connaissez les mots-clés ou les expressions clés que les auditeurs peuvent taper pour tomber sur votre podcast, vous allez pouvoir remonter beaucoup plus facilement dans les résultats de recherche de Apple et de Spotify. Moi, ce que j'ai l'impression, tu me corriges si c'est faux, Google Podcast va s'arrêter d'ailleurs, je crois. Oui, tout à fait. Donc maintenant, tu n'as plus que 3 grosses plateformes qui sont Spotify, Apple Podcast et Amazon Music. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que chacune de ces 3 plateformes a un peu son algorithme, mais qui finalement n'est pas très différent l'un de l'autre. Et en fait, toutes les autres plateformes d'écoute vont venir se benchmarker là-dessus. C'est donc, ça. Le classement Apple Podcast deviendra ton classement je sais pas quoi là. Oui, TuneIn ou Deezer. Voilà. Comme ça, voilà. Exact, c'est exactement ça. En fait, Apple, c'est tout simple, c'était le premier. Donc en fait, après, les gens se sont calqués sur l'algo d'Apple. Apple et vous remontez partout, quoi. Voilà. Alors, on verra qu'il y a des petites différences de temps en temps, mais c'est globalement ça. Et donc en fait, Apple, quand eux, pour le coup, toutes les plateformes sont assez opaques par rapport à leur algo, mais Apple nous a donné quelques clés et quelques indices. C'est dans les secrets des dieux. Voilà, on sait que l'algorithme d'Apple se base sur 3 piliers. Il y a les métadonnées, donc c'est ce dont je vous parlais, avec les mots-clés qu'il faut intégrer à ces métadonnées. Il y a... Juste les métadonnées, c'est quoi ? C'est le titre du podcast, la description et les mots-clés que tu mets dans chaque épisode. Exactement, mais aussi les métadonnées de l'émission. Le nom de l'émission, les métadonnées, c'est ça, la description de l'émission, les catégories, les tags aussi, ça fait vraiment partie des métadonnées. Donc les métadonnées, Apple regarde beaucoup les métadonnées et donc va regarder les mots-clés. Ce qui va faire ensuite que si vous tapez espace, votre podcast sur l'espace va potentiellement monter dans les résultats
résultats de recherche d'Apple. Il va regarder aussi, le deuxième pilier, ça va être le comportement utilisateur ou le comportement des auditeurs. Est-ce que votre podcast, il est beaucoup cliqué? Est-ce qu'il y a de l'interaction? Est-ce qu'il est joué? Est-ce qu'il regarde juste votre page épisode sans lancer un épisode? Voilà, toute l'interaction qu'il peut y avoir autour de votre... Est-ce qu'il regarde aussi le listen time? Enfin, tu sais, il y a le watch time sur oui, YouTube. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il prend en compte le fait que est-ce que les gens, ils écoutent que les 3 premières minutes? Ouais. Ou est-ce qu'il y a un taux de rétention et ils écoutent tous les épisodes jusqu'au bout, quoi? C'est ça, exactement. Ça va être ce genre de choses, le taux de complétion, nous, qu'on appelle chez Ocha, il va regarder ça. Et le troisième pilier, ça va être plus la popularité de votre émission. Donc, est-ce qu'elle a beaucoup d'avis, de commentaires, est-ce qu'elle est partagée, etc. Donc, à partir du moment où vous connaissez en fait ces 3 piliers, ça vous donne une clé pour avoir un impact sur votre visibilité et sur le fait de, du coup, remonter dans les résultats de recherche d'Apple Podcast ou de Spotify, puisqu'on a dit que ça fonctionnait de la même façon. Nous, ça, chez Ocha, c'est ce qu'on a appelé le PSO. C'est comme le SEO. Tout le monde connaît le SEO pour les sites internet. Le PSO, c'est Podcast Search Optimization. C'est le pendant du SEO. Et en fait, on s'est dit chez Ocha, mais c'est fou parce que aujourd'hui, le SEO, c'est vraiment naturel pour tous les marketeurs qui ont un site internet, ils vont optimiser leur SEO de leur page, mais par contre pour un podcasteur c'est pas du tout naturel, c'est quelque chose qui ne vient pas forcément à l'esprit, travailler son référencement. On s'est demandé pourquoi en fait, tout simplement, et la raison pour laquelle je pense que ça n'a pas encore pris, c'est parce qu'on n'a pas d'outils concrets pour mesurer l'évolution de ces positions sur Apple Podcast et sur Spotify, et donc c'est pour ça que nous chez Ocha on a créé le PSO Control Panel qui est vraiment un outil hyper complet pour suivre ces positions. Mais donc comment aujourd'hui, maintenant qu'on connaît l'algo, qu'on connaît aussi notre persona auditeur, eh bien, il suffit de choisir les mots-clés qu'on va intégrer à nos métadonnées, mais encore faut-il intégrer les bons mots-clés, puisqu'on veut aussi qu'il y ait une interaction et que du coup les gens cliquent et que les gens play. Il suffit pas juste d'intégrer des mots-clés comme ça, il faut vraiment que ce soit les meilleurs mots-clés possibles. Donc comprendre votre audience cible, ça c'est, on l'a dit. Ensuite, vous pouvez aller analyser le contenu de votre propre podcast en regardant les métadonnées que vous avez déjà créées, qu'est-ce que vous avez mis en fait dans votre description d'épisodes et d'émissions. On a aussi des outils de recherche de mots-clés qui existent comme Google Keyword Planner, vous avez Ubersuggest, vous avez SEMrush même qui est de base pour les sites internet mais en fait qui fonctionne très bien pour les mots-clés. Allez aussi étudier la concurrence. Qu'est-ce que font les podcasts similaires? Vous savez, vos copains de palier, celui qui est juste au-dessus de vous ou juste après vous quand vous tapez un mot-clé. Mais en fait, eux, c'est quoi les mots-clés qu'ils utilisent? Et peut-être que ça peut vous donner des idées aussi et des inspi. Un conseil aussi que j'ai pour vous, c'est de préférer les mots-clés plutôt spécifiques plutôt que les mots-clés très génériques. Mais ça, c'est pareil, c'est une règle très SEO basique. Si vous faites un podcast sur la musique et que vous mettez musique dans toutes vos métadonnées, en fait, vous n'êtes pas les seuls, malheureusement, à avoir un podcast sur la musique, vous allez avoir du mal à émerger. Alors que si vous êtes un peu plus spécifique et que vous mettez des mots-clés comme rap, concert, interview musicien, interview artiste, là, vous allez avoir plus de chances de remonter sur les mots-clés. Il faut se nicher, ça c'est sûr. Mais ça, c'est une règle d'or dans le podcast. C'est vrai que c'est une chose que les gens viennent dire très régulièrement en disant mais en fait j'ai un podcast de niche, je vais pas avoir des milliers d'écoutes. Alors c'est sûr que vous allez pas avoir des millions d'écoutes si vous faites un podcast sur les cheveux bouclés comme ce que j'ai fait pour Frisotti. Par contre vous allez avoir un podcast qui va intéresser une communauté et qui va être hyper engagé du coup, donc c'est ça qui est aussi intéressant. Et donc du coup si vous faites la même stratégie avec les mots-clés, vous allez pouvoir augmenter vos positions moyennes dans Apple Podcast et Spotify. Ce que je retiens de cette première partie, c'est passionnant, c'est que en fait, le podcast, c'est comme un mini-business. C'est que tu vas avoir ton client idéal, ta cible, tes objectifs, ta mission, etc. Et réfléchir vraiment en fonction de ça. Donc ça, c'est une première piste, je pense, qui est très précieuse pour les auditeurs. C'est pas... Alors, évidemment qu'on peut faire un podcast juste pour s'amuser et juste pour dire ce qu'on a envie de dire, mais quand on a vraiment envie qu'il soit découvert et qu'il fonctionne et qu'il perdure et qu'il crée une communauté, ça vaut le coup de faire comme un mini-business plan, en fait, quelque part. C'est exactement ça. Moi, j'ai tendance à dire qu'un podcast, c'est comme un produit ou un service qu'on va lancer et ça ne nous viendrait pas à l'idée de lancer une communication sans savoir à qui vraiment on s'adresse. Mais le podcast, c'est exactement la même chose. Et je me souviens que quand on avait commencé à travailler sur cette idée de persona auditeur, à l'époque, ma CMO Jennifer était enceinte et donc du coup, elle avait pris comme exemple un podcast maternité et j'avais trouvé ça hyper juste, et enfin l'anecdote était super probante. Elle avait dit si vous avez un podcast de maternité, où vont toutes les futures mamans? Chez le gynéco ou chez le médecin, et donc du coup allez faire des flyers et déposer dans la salle d'attente d'un gynéco ou d'un médecin. Et j'avais trouvé ça génial parce qu'en fait on connaît, ça paraît évident, mais c'est ça me fonctionne. Mais ça fonctionne très bien. Et en fait on connaît le persona, l'auditeur type. On connaît à peu près son emploi du temps, où est-ce qu'il va et dans quel canot, et en fait on va à ces canaux-là, ça donne un point de contact en fait hyper concret, et hop, on lance sa com à ce moment-là. Et j'avais trouvé ça
hyper cool comme exemple parce que c'était super concret. La deuxième chose que je retiens aussi de cette première partie, c'est au niveau de l'algorithme. En fait, finalement, le podcast, c'est pas un truc aussi opaque qu'on pourrait le penser. Et il y a un vrai algorithme qui fonctionne de plus en plus, d'ailleurs, de ce que je comprends de ce que tu as dit, comme un algorithme soit de réseau social, soit même de site internet. Et qu'en fait, on a commencé d'ailleurs à spoiler un petit peu les stratégies qu'on va aborder, mais tout ce qui est régularité, fréquence, note des gens, le taux de complétion, le SEO, le référencement, la visibilité, les choses comme ça, c'est des choses qui vont compter. Donc j'ai trop hâte de commencer à aborder chaque sujet de manière plus spécifique. T'es prête ? Ouais, c'est parti. Ok, alors on a commencé déjà à teaser le truc, mais la partie la plus intéressante, je l'ai mise en première volontairement pour les auditeurs, c'est tout ce qui est sur le SEO et le référencement. Alors, tu as commencé à nous parler d'un outil que vous venez de lancer très récemment, il y a quelques semaines chez Ocha, dont je suis, on va pas se mentir, déjà fan, parce que moi j'adore des data, j'adore pouvoir voir quelle action a exactement quelle répercussion en fait sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Donc ça s'appelle le PSO. Vas-y, je te laisse. Ouais. Vas-y. Ok, alors le PSO... Fais-toi plaisir. C'est ça. Alors PSO, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Podcast Search Optimization. Et donc le PSO Control Panel, c'est notre outil qu'on a intégré chez Ocha qui permet de traquer des mots-clés qui va se référer à votre podcast et ensuite de suivre l'évolution de vos positions sur Apple et sur Spotify. Donc effectivement, on l'a dit tout à l'heure, le SEO c'est hyper important dans le podcast. Ça va pas être juste la qualité des épisodes, ça va pas être juste la visibilité, mais tous les mots-clés qu'on va mettre dans le titre de notre épisode de podcast, dans le titre de notre podcast tout court. Tu m'as d'ailleurs raconté la petite anecdote de cette personne qui avait juste rajouté, c'était interview ou témoignage. C'est ça, témoignage inspirant. Et en fait, elle avait gardé le nom de son podcast qui était vraiment dans lequel il n'y avait pas ce mot-clé sur lequel elle avait vraiment elle envie d'être positionnée en numéro 1 et elle a juste ajouté comme ce que j'ai fait sur Tips en fait, un tiret avec son mot-clé et hop, tout de suite elle est arrivée en première position sur ce mot-clé là en particulier. Nous chez Ocha, on a mené une étude hyper complète sur Apple Podcast justement pour comprendre quels étaient les key factors en fait de cette visibilité, pourquoi un podcast est numéro 1 en fait, rank numéro 1. L'une des optimisations à la fois les plus simples et les plus rapides et les plus efficaces, c'est d'ajouter son mot-clé phare dans le nom de son émission. Et ça, je crois, de mémoire, ça vous fait gagner environ 7 positions en moyenne sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ce qui est énorme. C'est un super type pour le coup. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait sur Tips justement, qui parle vraiment de de podcast marketing. Et donc on a ajouté Tips-conseil podcast marketing. Comme ça, j'ai le mot conseil podcast à l'intérieur de mon titre et en même temps podcast marketing. Et ça fonctionne super bien. Et donc ensuite, après, cette stratégie, il faut la même dans les titres des épisodes, dans les descriptions des épisodes, dans les descriptions de l'émission. Enfin vraiment là où vous avez toutes vos métadonnées. Faut pas forcément mettre exactement les mêmes mots-clés, puisque dans le SEO, il y a cette histoire de longue traîne aussi. Vous avez en gros votre mot-clé principal et autour de ce mot-clé, c'est ça, vous avez plein d'autres mots-clés qui vont se rapprocher, qui vont un peu nourrir. C'est vraiment une longue traîne, comme une traîne de mariée. Je pense que ça vient de là d'ailleurs. C'est vraiment, on a le mot-clé principal et on a toute une traîne derrière de mots-clés. Donc trop bien. Donc vraiment, le conseil de mettre les mots-clés qui sont importants pour nous. Par exemple, pour moi, ça pourrait être business, coaching, entrepreneuriat, micro-entrepreneur, de les mettre, évidemment dès que c'est pertinent, parce qu'il faut que ça reste aussi user-friendly et pas que les gens aient l'impression qu'on bourre des mots-clés de partout, mais dans le titre, dans la description du podcast, dans la description des épisodes, dans les titres des épisodes, dans les métadonnées, il y a des systèmes de tags en fait aussi à mettre sur chaque épisode, ou avec Ocha, c'est hyper simple de le faire directement quand on programme l'épisode. Enfin, ça compte. Et moi, il y a plein de gens qui me disaient, mais non, ça compte pas, etc. Mais en fait, ça compte. Si, ça compte. En fait, dans un flux RSS, on a l'impression que c'est juste un lien. Mais en fait, c'est pas vraiment un lien. C'est plus une espèce de page web où il y a plein de codes dedans. C'est très indigeste comme page, mais voilà. Et donc, à l'intérieur de cette page, vous avez en fait tout un tas d'informations que les plateformes d'écoute comme Spotify ou Apple vont lire. Et vos tags font partie de ce flux RSS. Ça va être dans les informations que les applis vont lire après. Donc, forcément que ça compte. Donc, le texte compte. J'ai une autre question aussi par rapport à ça. Moi, alors là, pour le coup, c'est une vraie question perso. Ça fait des années que Google nous tease avec on va faire du référencement audio. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, avec l'IA, détecter le contenu des audios des podcasts, détecter les grandes parties. Il faut bien construire son épisode de podcast, faut faire du chapitrage. Avec Ocha, il y a 2 ans, vous avez intégré d'ailleurs la fonctionnalité chapitrage. Moi, je la respecte religieusement. Mais pour le moment, il se passe rien. Est-ce que ça compte? Est-ce que ça compte pas? Est-ce que ça vaut le coup de le faire en prévision de quand ça comptera, parce que comme ça, tout l'historique de nos podcasts sera déjà chapitré, etc. Enfin, où on en est du référencement audio? C'est une très bonne question et je vais te décevoir, mais je ne sais pas. Et en fait, c'est marrant parce que juste avant qu'on fasse là cette interview, j'ai posé la question à Maxime Piquet, qui est notre CEO chez Ocha, qui lui est hyper au point sur tout ce qui est référencement, puisque c'est vraiment un sujet chaud chez Ocha en ce moment. Et je lui ai demandé, est-ce que le chapitrage a un impact sur le SEO? Et même lui ne sait pas. En fait, aujourd'hui, on n'a aucun moyen de le savoir. C'est une bonne hypothèse pour une prochaine étude. Mais aujourd'hui, je t'avoue qu'on ne sait pas.
On ne sait Ça pas. marche. C'est plutôt une fonctionnalité qui va aider à ce que tes auditeurs vont cliquer sur play. En fait, ça va les teaser dans le sens où ils vont savoir ce qu'il y a à l'intérieur de son podcast grâce à tes chapitrages. Mais en termes de SEO, on ne sait pas. Donc, ouais, pour reboucler, parce que je me dis peut-être que quand on parle de chapitrage, certains auditeurs ne voient pas. Oui. En tout cas, ceux qui ne sont pas utilisateurs d'Ocha. En fait, on peut, via Ocha, mais via aussi d'autres plateformes, mais vous avez bien mis ça en avant. En fait, chapitre un épisode, c'est-à-dire de mettre des timestamps, de dire par exemple à 3 minutes 20, on va parler de telle chose. À 6 minutes 18, c'est tel sujet, etc. Et en fait, ça a été mis en place. Parce que Google, ça fait 3 ans qu'ils nous disent, grâce au chapitrage, on va commencer à référencer les podcasts, etc. YouTube le fait. Ils l'ont intégré il y a un an et demi, je crois, où ils ont mis le chapitrage sur YouTube. Moi, je pense que ça va venir, je sais pas quand. Je pense que ça va venir et je pense que c'est bien. En fait, ça coûte rien. Ça mange pas de pain de le faire dès maintenant. Exactement ça. Comme ça, le jour où c'est lancé, on a déjà tout l'historique. Enfin, moi, je sais que mes 300 épisodes sont déjà chapitrés, quoi, tu vois. C'est ça, et puis c'est un vrai confort pour le coup pour tes auditeurs et tes auditrices qui savent directement les thèmes que tu vas aborder. Mais je reboucle sur une chose où tu parles de Google, de l'audio, etc. Il se trouve que Google a opéré un petit shift là ces derniers temps où en fait la plateforme Google Podcast n'existe plus et maintenant c'est YouTube. C'est YouTube Podcast, effectivement. C'est YouTube Podcast. Et ça, alors ça fait toujours d'ailleurs beaucoup de bruit dans le monde du podcast, beaucoup aux États-Unis aussi parce que nous on récupère un peu après 3 mois de retard ce qui se passe aux États-Unis, mais c'est un vrai sujet. YouTube et podcast, est-ce qu'il faut se lancer dans le podcast au-delà du chapitrage, je veux parler, et nous chez Ocha on propose depuis déjà très longtemps de transformer vos épisodes en vidéo pour ensuite pouvoir les mettre sur YouTube, et là depuis quelques jours, vraiment, alors on est en novembre, mais depuis quelques jours, YouTube propose d'intégrer directement ton flux RSS. C'est-à-dire que c'est intégré maintenant. Et donc ça va changer la donne aussi, parce qu'on sait à quel point Google change la donne à partir du moment où il se met sur un marché, souvent il prend le lead. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose à suivre. Et donc si vous vous posiez, vous, la question de si vous lancez un podcast, est-ce que c'est plutôt sur les plateformes d'écoute qu'il faut le publier ou plutôt sur YouTube, la réponse est, il faut absolument publier ça sur les deux. C'est de plus en plus facile parce que Google va de plus en plus simplifier tout ça, puisque YouTube est Google, pour celles qui ne savaient pas. Et donc, il faut absolument être présent sur les deux. Alors, le truc, c'est qu'on n'a pas beaucoup de recul sur à quel point YouTube favorise la découvrabilité de ton podcast. C'est plutôt, nous, on a tendance à dire que ça la favorise tout simplement parce que le but d'un podcast, c'est d'être visible le plus partout possible. Et donc, il faut absolument être visible sur YouTube. Aux États-Unis, YouTube est considéré comme étant la 2e plateforme d'écoute de podcast, ce qui est énorme. Et c'est pour ça qu'ils viennent de lancer ce fameux onglet podcast au sein de YouTube. Ouais. Et en fait, même maintenant, c'est très simple pour toutes les personnes qui ont pris, parce que nous, c'est ce qu'on a fait chez Je peux pas, j'ai business, toutes les personnes qui ont pris le réflexe de systématiquement créer une vidéo YouTube, même si c'est juste une vidéo avec les petites ondes qui bougent et tout, on n'a pas obligé d'avoir de vidéo, on peut ne pas voir la tête de personne, et le mettre sur YouTube. Nous, on le faisait même en sachant que il y a des gens qui nous écoutent sur YouTube, mais c'était vraiment minime. Mais en fait, maintenant, toutes les vidéos, on a pu les prendre, les mettre dans une playlist et dire à YouTube, cette playlist-là est un podcast. Et du coup, maintenant, c'est référencé comme podcast directement sur YouTube. Et on sait que de toute façon, les plateformes, les algorithmes et les réseaux ont tendance à booster quand un utilisateur utilise une toute nouvelle fonctionnalité. Oui, tout à fait. Donc, c'est maintenant qu'il faut le faire, en fait. Ouais, faites-le maintenant, quoi. Et c'est vraiment super simple. Nous, c'est pareil, on l'a fait aussi sur Tips. Et c'est trop chouette. Ouais, c'est trop chouette de se rendre compte qu'il y a aussi des gens qui, du coup, ne sont pas comptabilisés dans les stats qu'on a l'habitude de voir sur Ocha, mais qui sont quand même là, quoi. Ça, d'ailleurs, c'est la prochaine étape, c'est comment on va arriver à récupérer, du coup, les stats YouTube pour les mettre sur Ocha. Mais ça, on y travaille. Du coup, Emma, on a passé un gros moment là sur le SEO, le référencement, parce que, c'est très important. Et 2, en plus, avec le PSO que vous lancez, pour moi, c'est une révolution. Tu m'as fait une démo juste avant qu'on commence à enregistrer le podcast. J'ai été bluffée. Je suis rarement bluffée devant des fonctionnalités marketing, parce que généralement, soit c'est des trucs qu'on monitor déjà en interne ou quoi. Mais alors là, j'étais en mode, j'ai trop hâte de mettre les mains dedans. Et tout. En plus, t'étais maligne, tu m'as fait une démonstration sur mon podcast direct. J'étais en mode, ah là là, j'ai trop envie de mettre les mains dedans. Bref, il y a aussi d'autres choses qui font qu'un podcast va ranker, va être découvert, etc. Ce n'est pas que de la technique et du référencement. La deuxième stratégie dont j'ai envie de parler avec toi, c'est tout ce qui est la régularité et la fréquence. Moi, j'ai 2 énormes paliers que j'ai passés avec le podcast. Le premier, c'est quand j'ai commencé à poster toutes les semaines et pas juste une fois de temps en temps. Donc ça, c'est arrivé peut-être 3-4 mois après la création du podcast, mi-2019. Et ensuite, le deuxième palier où vraiment j'ai atteint les 80 000 écoutes par mois, puis les 100 000 écoutes par mois, c'est quand j'ai commencé à poster 2 fois par semaine et plus une seule fois. Et donc là, c'était même plus une question de contenu de qualité, c'était vraiment une question de la fréquence
fait que c'est de plus en plus visible. Est-ce que toi, tu as des infos algorithmiques à ce propos-là? Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu expérimenter de ton côté aussi? Complètement. En fait, sur la fameuse étude qu'on a créée à la base, du coup, pour comprendre quelle est l'importance des mots-clés sur Apple Podcast, et en fait, tout ce que je vous ai dit avant n'a aucun impact si vous ne publiez pas au minimum une fois par mois un épisode. Si c'est aléatoire, en fait, vous allez tout simplement passer sous les radars d'Apple Podcast ou de Spotify. Et j'ai remarqué en faisant des tests sur du coup mon propre podcast Tips qu'Apple Podcast est encore plus vigilant à ça et encore plus sensible à la fréquence que Spotify. Où Spotify va être un peu plus cool par rapport à ça, en tout cas des tests que je fais moi actuellement en ce moment, où par contre dès que je publie beaucoup plus souvent, et là du coup je teste aussi avec Tips toutes les semaines où je fais un résumé, ça se fait beaucoup ça, un résumé du podcast, mais de manière beaucoup plus concrète, voilà, en 1 minute, et en fait mes positions ont décollé sur Apple Podcast. Donc alors là je suis complètement alignée, c'est quelque chose qui est vraiment pas facile à faire quand on se lance dans le podcast parce que ça prend du temps de faire un podcast, c'est pour ça aussi que c'est important, là je vais parler plus prod, de trouver son modèle en fait qui fonctionne et de pas forcément essayer de faire comme ce que toi tu fais pour Je peux pas j'ai podcast ou comme ce que le voisin fait parce que lui il a plus de temps ou je sais pas, il a une organisation qui est différente de la vôtre. Faut vraiment trouver votre propre modèle pour essayer de tenir au plus sur le long terme. Et je dis ça et en même temps je suis hyper pas hypocrite, mais c'est vrai que j'ai testé mon podcast sur les cheveux frisés, là je suis complètement transparente, j'ai eu beaucoup de mal à garder le rythme et en fait à partir du moment où on perd le rythme, on perd des places dans le classement et en fait c'est un espèce de cercle vicieux en fait après qui se met en place et du coup on perd la motivation et blablabla. Donc trouvez votre modèle, trouvez votre organisation et même en fait vaut mieux publier une fois toutes les 2 semaines mais garder cette régularité plutôt que une fois de temps en temps et oui, j'ai posté 3 fois dans la semaine pendant 2 semaines et après plus rien parce que je me serais dégoûtée. Voilà, exactement. Faut pas se brûler les ailes, c'est exactement ça. Je pense que ça souligne aussi encore un truc par rapport à l'algorithme dont on n'a pas parlé. Alors, je répète quelque chose qu'on m'a dit, mais que je trouve assez vrai. Alors, Apple n'est jamais venu me voir pour valider ce que je m'apprête à dire. Non, mais les tests, en vrai, il y a que ça de vrai. Hein. Exactement. Qui dit qu'en fait, la manière aussi dont l'algorithme fonctionne, donc c'est que un paramètre en plus. Hein, je dis pas que c'est que ça, mais c'est un paramètre en plus. C'est que, en fait, Apple va changer son classement toutes les 24 heures. Et en fait, il va se baser sur une moyenne des écoutes de ton podcast, de la veille, de l'avant-veille, etc. Et pour te donner un exemple, encore une fois, je ne suis pas sûre des nombres, mais c'est pour te donner un peu les ratios. Quand il va regarder, par exemple, demain, il va, toi, tu as publié un épisode, et ben Apple, il va dire « Ah, Emma, elle a publié un épisode qui a fait tant d'écoutes. » Donc, ça va compter pour, on va dire, un facteur 7. J'ai n'importe quoi. Ensuite, il va regarder les épisodes de l'avant-veille. Et là, les écoutes vont compter pour un facteur 3. Et après, il va faire une moyenne des 7 derniers jours pour un facteur 1. Et après, il va faire une moyenne de tout ça et ça va te changer ton ranking. Et c'est pour ça que généralement, quand on regarde notre ranking le lendemain du moment où on a publié un épisode, on est haut. Et si on regarde 3 jours après qu'on n'a rien publié entre, eh ben on est redescendu. Ah, c'est hyper intéressant. Et c'est pour ça que quand tu publies 2 fois par semaine, mathématiquement et mécaniquement parlant, tu ranks de plus en plus haut et donc t'es de plus en plus visible et ça crée un cercle vertueux et un effet boule de neige. Et si tu publies tous les jours, je pense particulièrement à Caroline Mignot qui avait fait son challenge et qui publiait tous les jours, elle a ranké très vite, très fort. Alors, il y avait tous les autres facteurs qui étaient au vert, la qualité des épisodes, le SEO, le référencement, etc., parce qu'elle est très forte là-dedans. Mais je pense que la fréquence est vraiment hyper importante si on considère que ce que je viens de dire en termes de méthodologie est vrai, mais je pense que ça l'est. Ouais. Mais alors du coup, ça pose la question de Caroline Mignot, d'ailleurs coucou si tu nous écoutes, qui a fait son challenge au moment où elle retourne sur un rythme un peu plus soutenable même pour elle, parce que j'imagine que tous les jours c'est pas évident. Et d'ailleurs, je serais intéressée du coup d'avoir son retour aussi. Est-ce qu'à un moment donné, du coup, les algos la pénalisent et tu vois et comprennent cette espèce de chute de publication? Ça serait intéressant aussi à savoir. Alors, moi je peux te répondre à ça, oui, parce qu'en fait moi j'ai fait le test sur mon podcast pendant 3 mois, j'étais repassée à un épisode par semaine plutôt que 2, parce que question d'énergie, de bande passante, j'ai perdu un tiers d'écoute. Ah ouais. Tu vois, je suis passée de 100 000 écoutes à quasiment 60 000, et dès que je suis repassée à 2 épisodes par semaine, en un mois, on est remonté en flèche. Donc vraiment, c'est un truc qui est... Après, c'est... on va dire un petit peu temporisé par le fait que entre-temps, il y a beaucoup de gens qui t'ont découvert, puis il y a une communauté, il y a de la régularité, il y a beaucoup d'avis, il y a les temps de complétion, il y a beaucoup d'écoutes, plus sur ton podcast. Mais je pense vraiment que la fréquence et la régularité, c'est des facteurs encore très, très, très importants. Complètement. Vraiment, je suis super alignée avec toi. Trop bien. Le troisième point, notre troisième stratégie, c'est tout ce qui est les invités et la visibilité. Pareil, là, je me base sur mon expérience personnelle. J'ai remarqué que au début, moi, j'avais beaucoup d'ego et de fierté de me dire, ouais, je serai un one-woman show. Moi, je suis pas très interview, tu vois. J'aime pas
trop écouter les interviews. Je préfère les épisodes hyper actionnables, les plans d'action, les retours d'expérience, les backstage, les coulisses, etc. Et donc, j'ai dit, moi, j'ai pas forcément envie de faire énormément d'interviews en mode raconte-nous ton parcours, etc. C'est pas quelque chose qui m'inspire, moi, à titre d'auditrice plus que ça. Sauf que très vite, j'ai dû me rendre compte sur mon podcast que toute seule, ça a fonctionné, mais que dès que j'ai commencé à faire venir des invités qui avaient une certaine audience ou même qui relayaient le podcast de leur côté, forcément, ça va amener une traction et ça a aidé à faire décoller les écoutes. Du coup, j'ai adapté le format où je fais venir des invités ou je fais des épisodes à 2 comme avec toi, mais on est vraiment en mode le plan d'action, le contenu. Je suis pas en train de te dire raconte-moi l'histoire d'Ocha, quoi. Ouais, c'est clair. Et ça joue beaucoup aussi, hein, la espèce de visibilité portée par les autres. C'est évident, puisqu'en fait, justement, tu vas profiter, comme tu disais, de la communauté d'une autre personne. Finalement, c'est presque... Moi, là, j'ai envie de parler de cross-promotion. Alors, il y a de la cross-promotion entre podcasteurs, ça, on peut en reparler après, mais c'est aussi juste de la cross-promotion de visibilité, où tu vas aller chercher l'expert marketing entrepreneurial, je ne connais pas le nom de cet expert, mais qui... Reprenons Caro, c'est notre... Voilà, Caro. Et voilà, si tu vas interviewer Caroline Mignot de Marketing Square, qui a un super business, forcément, elle a une communauté derrière, et donc la visibilité, elle est forcément boostée. Et je veux pas tourner à chaque fois autour du même sujet, mais si on parle encore une fois de SEO et de référencement, Caroline Mignot, c'est quelqu'un qui est super recherché aussi en termes de contenu. Les gens vont chercher son nom, à la fois sur Google, à la fois sur les applis de podcast. Donc ça vaut vachement le coup aussi de l'avoir en tant qu'invité, de la mettre encore une fois, de mettre son nom dans les métadonnées pour que votre podcast ressorte juste après le sien. Voilà. Mettez pas son nom dans les métadonnées si elle est pas sur le podcast. Non, c'est pas ce que je veux dire. non, mais parce que je vois les petits malins en backstage là, qui vont dire ouais, je vais mettre dans tous les trucs Caroline Mignot, Justine Otto, ils vont mettre toutes les un peu les influenceurs business et choses comme ça. Non, faites pas ça. Non. Soyez pertinents quand même. Exactement. Mais oui, complètement. Et puis ensuite, effectivement, il y a la cross-promotion. Donc là, c'est plus au moment où vous avez déjà votre podcast, vous avez aussi envie d'aller recruter des nouveaux auditeurs et des nouvelles auditrices. La cross-promotion entre podcasteurs, c'est un levier incroyable aussi. Parce que, en fait, quand vous communiquez sur votre podcast, par exemple sur vos réseaux sociaux, vous allez devoir convaincre les gens 2 fois. Vous allez devoir convaincre les gens d'écouter un podcast s'ils ne sont pas familiers avec ce modèle-là, ce format. Et vous allez ensuite devoir les convaincre d'écouter le vôtre. Mais si vous faites de la cross-promotion avec une autre personne qui parle de business, par exemple, là, vous allez devoir simplement les convaincre une seule fois, c'est-à-dire d'écouter votre podcast, puisqu'ils sont déjà familiers avec le podcast de la personne que vous allez interviewer ou qui vous reçoit. Donc, c'est hyper puissant comme levier. C'est très facile. Il y a énormément de groupes. Nous, chez Ocha, on a effectivement le Club Ocha, qui est notre communauté, où on a la matching room, où les gens peuvent, comme Tinder, se matcher en fonction de leurs critères. Donc, c'est hyper facile d'être en contact avec d'autres podcasteurs. Il faut pas avoir peur des podcasts similaires aux vôtres. En fait, vous serez rarement seul sur votre créneau. Donc, profitez-en pour aller voir les autres podcasts qui parlent de la même chose et profitez-en pour faire des collabs, quoi. Le co-marketing, il y a que ça de vrai. J'irai même encore plus loin. Il y a un truc que j'observe aux US depuis 1 an maintenant et que je trouve... j'étais assez dubitative au début et en fait j'ai l'impression que ça apporte des résultats de ouf. Moi je suis une très très grande fan du podcast Online Marketing Made Easy de Amy Porterfield, qui est une de mes mentors / modèles en termes d'entrepreneuriat. En fait elle a rejoint, une espèce de podcasteur créé par HubSpot. Et en fait ça fait 1 an qu'au début de chaque épisode elle fait la promotion d'un des podcasteurs du réseau. Donc je pense qu'ils sont une vingtaine ou une trentaine. Et en fait à chaque fois elle dit je vous invite à découvrir le podcast de un tel. Et en fait je vois bien le modèle où pendant une semaine t'as 20 podcasteurs qui parlent de l'un d'entre eux. Puis la semaine d'après les 20 podcasteurs parlent du deuxième, etc. Et en fait, du coup, ça fait vraiment tourner la visibilité des podcasts au sein de gros podcasts déjà existants. C'est hyper cool. Et au début, moi, j'étais un petit peu dubitative parce que déjà, en tant qu'expérience auditrice, j'étais en mode non, je vais écouter ton podcast, meuf, me parle pas du podcast de quelqu'un d'autre. Mais en fait, quand c'est ton mentor ou quelqu'un que t'adores écouter qui te répète à longueur de journée, tel podcast est vraiment cool, j'ai adoré cet épisode, puis c'est pas juste va l'écouter, si elle te dit pourquoi, elle te dit ce qu'elle a aimé et tout. Mais en fait, j'ai découvert des super podcasts comme ça et ça fonctionne. Et du coup, je me dis, tu vois, je rebondis sur ce que tu disais, de ne pas avoir peur de la concurrence, ne pas avoir peur de parler d'autres podcasts dans notre podcast, parce que je pense vraiment que c'est aussi comme ça que on circule et que la visibilité se fait, quoi. Complètement. Et puis les podcasteurs, c'est des influenceurs, hein. Donc en fait, quand tu aimes la personne qui te parle quasiment tous les jours ou toutes les semaines ou toutes les 2 semaines comme toi, en fait, quand elle dit quelque chose, t'as envie de creuser et de savoir. Donc je trouve que c'est un format hyper cool aussi de promouvoir un peu en host read. Donc en fait, tu lis un peu comme une espèce d'annonce publicitaire, mais pour un autre podcast copain. Je trouve que c'est très cool. Ça fait un peu l'équivalent des pods, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est les pods, exactement. Écoute, si vous voulez mettre ça en place au sein du Ocha Club ou des trucs comme ça, je penserai à toi.
Donc ça, c'était notre troisième stratégie, invité et visibilité. Notre quatrième stratégie, c'est, bon là on va peut-être un petit peu plus creuser dans quelque chose qu'on a déjà dit, c'est de choisir les bons titres d'épisodes. J'ai l'impression que c'est toujours un peu compliqué, mais c'est comme sur YouTube maintenant. Il faut prendre en compte non seulement, faut que le titre soit un peu en mode copywriting, qui donne envie, qui soit mystérieux, et en plus maintenant il faut mettre les bons mots-clés dedans. Ouais. Pour toi, qu'est-ce qui fait un bon titre d'épisode de podcast ? Alors pour moi, il y a 4 règles. La première, c'est on essaye de faire court. En fait, et en plus de ça, il faut faire court. Ouais, c'est ça. Mission impossible. Ouais, mission très compliquée. Essayez de faire court dans le sens où en fait votre titre d'épisode probablement il sera pas affiché en entier. Donc en tout cas, si vous n'arrivez pas à faire court, parce que moi sur Tips, en plus là j'essaie de faire des tests en ajoutant des mots clés forcément, donc il commence à être un peu long. Essayez de mettre les mots les plus importants qui vont vraiment faire en sorte que les auditeurs vont comprendre de quoi vous parlez au début de votre titre, parce que c'est ce qu'ils vont probablement lire et voir. La deuxième règle, c'est un truc qui fonctionne plutôt bien, que j'ai testé sur Tips, c'est faut créer de l'impact avec des données, en fait, avec des numéros. C'est bête, hein, mais typiquement, moi j'ai justement fait un podcast sur comment faire des titres accrocheurs pour son podcast. Ah bah je mettrai le lien dans la description. Voilà, et c'était 4 règles d'or ou 4 règles pour des titres accrocheurs pour un podcast. Enfin, le fait en fait de donner un numéro, déjà ça va rassurer parce qu'ils vont se dire bon c'est bon, il y a que 4 règles, ça va quand même assez rapidement, puis ça va être facilement actionnable. Puis il y a le côté un peu putaclic justement où on a envie de cliquer. Donc ça fonctionne super bien. La règle numéro 3, on l'a dit tout à l'heure, c'est d'ajouter des mots-clés. Là, c'est plutôt pour le référencement. Par exemple, moi, sur Tips, là, en ce moment, je fais des tests et j'ai ajouté... Donc, j'ai fait mon titre que j'ai essayé de faire court avec les mots les plus importants au début et avec des données brutes. Et à la fin, entre crochets, j'ai comme un espèce de tag, mais que je mets directement dans le titre. Je catégorise, on va dire, mon épisode. Est-ce que c'est un épisode qui va parler de production, de créer un podcast ? Est-ce que c'est un épisode qui va plutôt parler de conseils podcast marketing ? Est-ce que c'est plutôt... des catégories en fait. Je crée des espèces de catégories que je mets directement dans le titre. C'est pas hyper digeste pour les auditeurs et les auditrices, mais en fait, je me dis que de toute façon, ils vont pas le voir parce que ça va être tronqué sur les applis. Ça reste un mot-clé supplémentaire. Et ça reste un mot-clé supplémentaire. Donc je teste. Je suis pas capable encore de vous dire si ça fonctionne ou pas, mais voilà, je teste. Et règle numéro 4 pour moi, alors ça c'est quelque chose que je lis beaucoup, que je n'ai pas encore validé auprès de Apple ou quoi, mais a priori, il ne faudrait pas numéroter ces épisodes. Ne pas mettre épisode numéro 1. J'allais te poser la question. Voilà, en fait, par rapport à nos recherches, en fait, on a compris que Apple Podcast, notamment, n'aimait pas qu'on utilise de la place dans les titres inutilement. Et en fait, en mettant hashtag 1, hashtag 2 ou épisode 1, épisode 2, épisode 3, clairement, déjà, vous ne donnez aucune info sur ce qu'il y a dans votre épisode. Et surtout, on l'a dit, hein, ils sont tronqués vos titres à un moment donné. Donc, mettez au contraire au début ce qu'il y a d'important. Et aussi, la deuxième chose, c'est plus d'un point de vue confort de l'auditeur ou de l'auditrice. Il va se dire, ah non, mais je peux pas commencer par l'épisode numéro 7, j'ai pas écouté les autres épisodes d'avant. Alors que la plupart des podcasts, c'est pas une série. On n'a pas besoin de suivre, il n'y a pas de fil rouge. Donc, d'un point de vue à la fois auditeur et d'un point de vue algo, ne faites pas ça. Alors, ouais, en fait, j'allais te poser la question parce qu'effectivement, c'est un truc qu'on entend beaucoup dire. Ne mettez pas de numéro d'épisode dans vos épisodes. Moi, je le fais depuis le début. J'ai pas l'impression. Enfin, ça se trouve. Tu le mets au début ? Ouais, c'est marqué par exemple épisode. Là, ça va être, tu vois, notre épisode, ça va être l'épisode 256. Ok. Ça va être 256. 5 stratégies. Ah ouais, d'accord, ok. Ah bah c'est intéressant. Okay. Alors, si ça se trouve, si j'arrêtais de le faire, je serais en top 1 de toutes les positions. J'en sais rien, honnêtement, c'est ce que je disais au début. Je ne l'ai pas validé cette théorie. Ouais. C'est quelque chose qu'on lit et donc Moi, ça me stresse les épisodes de podcast quand j'ai pas le numéro des épisodes. Ça me stresse toujours. Okay. Et je trouve plus aussi que surtout quand tu commences à avoir plusieurs centaines d'épisodes ou plusieurs dizaines, il y a une espèce de facteur de crédibilité où quand quelqu'un découvre ton podcast et qu'il voit épisode 247, qu'il se dit « Ok, c'est un gros podcast, il y a plusieurs épisodes, il y a de la valeur. » Alors que quand t'arrives et que tu vois, il y a 3 épisodes, enfin, tout le monde commence quelque part, bien sûr, mais ça te donne pas la même impression, tu vois. Oui, ça, c'est vrai que c'est un vrai point. Et en fait, je me fais aussi la réflexion que Bliss Stories, qui est aussi un gros podcast, le fait. Là où Transfert ne va pas le faire, mais va le dire dans son intro. Donc, en fait, il y a plusieurs façons de faire. Honnêtement, je ne sais pas. Là, pour le coup, faites vos tests, chers auditeurs. Mais il y a que ça. Franchement, le podcast, c'est encore nouveau, hein. Donc, il y a des choses qu'on ne sait pas. C'est très mouvant aussi, comme algo. Donc, en fait, peut-être que ça, c'était le cas il y a quelques temps et que ça ne l'est plus. Honnêtement, je ne sais pas. Moi, je vous recommande pas de le faire parce que, encore une fois, comme vos titres, à un moment donné, sont croppés, autant mettre un max de contenu dans vos titres pour que les personnes,
elles comprennent de quoi ça va parler. Mais maintenant, il y a des contre-exemples. Hein. Donc faites peut-être vos tests. Après, c'est vrai que même quand tu regardes un blog aujourd'hui, c'est pas marqué article 357, blablabla. Tu as directement le titre de l'article et tu t'en fous de savoir si c'est le 50e ou le 1000e. Donc en fait, ça fait sens et tes arguments font sens. Et c'est quelque chose où je me pose régulièrement la question. Moi, je sais que ça me stresserait pour des raisons que je n'explique pas. Ouais, je peux comprendre. Et on arrive à notre dernière stratégie, qui est tout ce qui est cross-média. On a parlé de comment être bien référencé, de quelles sont les astuces pour attirer de la visibilité, etc. Il n'en reste pas moins que je trouve, de mon expérience, le podcast est quand même un format un petit peu élitiste dans le sens où il y a quand même pas beaucoup de gens, quand tu regardes à l'échelle de la population humaine, qui écoutent des podcasts, qui savent que ça existe, qui savent que ça peut être des formats un peu sympas et que c'est pas que des trucs d'émissions de radio, des choses comme ça. Et en fait, je trouve qu'il y a un vrai effort à faire, surtout quand on est un tout nouveau créateur de podcast, de ramener de l'audience. Il y a un effort où manuellement, on doit aller prendre notre audience par la peau du cul ou des fesses, ça dépend de prendre nos auditeurs par la peau, nos futurs auditeurs par la peau des fesses et de les amener, tu vois, en parlant du podcast sur nos réseaux sociaux, en faisant une newsletter. D'ailleurs, avec Ocha, vous avez une fonctionnalité newsletter qui est trop top aussi. Vous avez pensé à tous les gars. Je sais pas, moi, à un moment, je mettais ça dans ma signature email. J'ai un podcast, faut bien très l'écouter. bonne stratégie. Ça a très, très, très bien marché. Donc, il y a quand même un effort manuel, entre guillemets, à faire où c'est pas juste les plateformes qui vont nous aider, c'est à nous aussi de ramener du trafic dessus. Complètement. Et là, je vais donner un exemple hyper concret pour mon podcast Frisotti. Au moment où je l'ai lancé, je connaissais parfaitement la cible dont on a parlé tout à l'heure avec le persona auditeur. Donc, en fait, j'ai fait manuellement l'effort d'aller envoyer un message un peu générique à plein d'influenceuses ou plein de néo-influenceuses ou même pas, en fait, juste des gens qui avaient les cheveux frisés et qui étaient abonnés à des comptes que je suivais, moi, qui parlaient des cheveux frisés, pour leur dire, j'ai un podcast, il s'appelle Frisotti, je pense que ça peut t'intéresser, ça parle de ça. Voici le lien, j'avais mis le sparkling d'Ocha, et dis-moi ce que t'en penses, quoi. Et t'as pas idée à quel point je pense que ça a été mon meilleur levier. Alors, ça prenait du temps parce qu'il fallait que j'envoie... Je m'étais noté d'envoyer une vingtaine de messages privés sur Insta par jour, tu vois, donc ça prenait vachement de temps. Mais j'ai eu énormément de retours. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est vraiment, faut aller les chercher parce que c'est des gens qui n'ont peut-être pas l'habitude d'en écouter, qui n'ont aussi pas forcément le réflexe... encore plus sur ce sujet-là, tu vois. C'est ce que j'allais dire, qu'ils n'ont pas eu... Enfin, même moi, à la première, j'aurais jamais eu le réflexe d'aller taper... cheveux frisés. Peut-être que maintenant, tu vois, je le ferais, mais en vrai, non, jamais j'aurais eu l'idée de faire ça. Donc ouais, les réseaux sociaux, franchement, c'est la base. J'ai l'impression de dire des stratégies de marketing un peu de base, mais soyez le plus visible possible. Mais vraiment, c'est hyper important. Il faut être visible sur toutes les plateformes, bien sûr, mais aussi en dehors de l'écosystème podcast et donc les réseaux sociaux. Et là, encore une fois, si je refais la boucle par rapport à ce que j'ai dit au début, à partir du moment où vous connaissez votre persona auditeur, vous savez aussi quels canaux il utilise. Donc, s'il est plus sur Insta, mettez-vous à fond sur Insta. Si c'est plutôt une cible business, mettez-vous à fond sur LinkedIn. Mais en fait, ça sert à rien aussi d'être sur tous les réseaux sociaux d'un coup. Choisissez vos combats parce que vous allez, encore une fois, vous brûler les ailes. Un podcast, ça prend déjà vachement de temps à faire, surtout si vous voulez être en top et que du coup, vous allez devoir publier tous les 2 jours. Donc, choisissez vos combats et allez là où votre cible est. J'ajouterais même une dernière chose, c'est que, en fait, la manière dont ça va fonctionner, c'est d'aller chercher par rapport aux fesses, comme on a dit, et aussi, c'est un effort de visibilité, de répétition. Parce que je sais que moi, par exemple, sur Instagram, je parle beaucoup du podcast. D'ailleurs, je fais régulièrement, peut-être une fois tous les 3-4 mois, un petit sondage en story en disant combien d'entre vous savent que j'ai un podcast. À chaque fois, le nombre de personnes qui me disent j'ai pas de podcast, c'est genre 1 ou 2%. D'accord, okay. Donc les gens, ils ont vraiment capté le truc. Mais en fait, tous les posts où je parle de mon podcast sont toujours les posts qui ont le moins d'engagement, le moins de commentaires, le moins de j'aime. Et c'est normal. C'est normal parce que je demande aux gens de sortir de la plateforme Instagram. Je demande aux gens d'aller sur un format audio là où ils sont en train de consommer du contenu visuel, etc. Donc, il faut pas s'arrêter à dire je parle de mon podcast sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, et ça fonctionne pas parce qu'en fait, si ça fonctionne, parce que vous allez répéter. En fait, c'est la répétition où les gens vont se dire ok, elle a un podcast. Ok, elle a un podcast, ça a l'air cool. Ok, elle a un podcast, ça a l'air cool. Un jour, j'irai écouter. Ah ok, d'accord, ok, j'ai écouté. Allez, c'est le moment. Et une fois qu'ils ont écouté, si vous faites bien votre boulot, après c'est bon, ils sont fidélisés. Mais il faut vraiment voir ça comme je répète et je rends mon podcast visible, mais pas s'arrêter à j'ai pas d'engagement quand je parle de mon podcast, parce que ça c'est normal. Complètement. Et je trouve que toi t'es une masterclass aussi, parce que un podcast c'est pas juste du contenu audio, c'est aussi une personnalité derrière le micro. Ça peut faire peur, mais il faut pas avoir peur, mais utilisez aussi votre propre image pour aller communiquer sur votre podcast. Les gens vont venir parce que vous faites du contenu qui est intéressant, mais ils vont aussi venir pour vous, pour votre personnalité, pour votre personnalité. Voix, voilà, exactement.
exactement. Vos expressions. Et en fait, il faut l'incarner, ce podcast. Franchement, c'est hyper important parce que, encore une fois, je le disais tout à l'heure, un podcasteur, c'est un peu un influenceur, mais c'est de plus en plus vrai. C'est un média, ouais. C'est un média, exactement. Et vous préférez peut-être le JT de France 2 parce que vous aimez Laurent Delahousse, je sais même pas s'il est toujours là, ou Je sais pas, je regarde pas. vous préférez les JT de TF1 parce que vous préférez Anne-Claire Coudray, quoi. Mais il y a un côté de personnalité quand même. Et donc, n'hésitez pas à vous servir de votre image, des coulisses, de mettre en scène un peu votre enregistrement et tout ça. Franchement, c'est du contenu qui est super simple à produire et qui vraiment fonctionne. C'est un très bon type, je trouve, parce que ça remet aussi l'église, j'aime bien dire ça, l'église au centre du village en termes d'authenticité. Parce que souvent, il y a des gens qui, parce qu'ils font un podcast, encore plus quand c'est un sujet qui a un rapport avec leur entreprise, leur business, etc., comme beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent là, on a tendance à penser qu'il faut avoir une voix peut-être plus calme ou une plus corporate, ou il faut un peu brider sa personnalité. Alors que comme tu l'as dit, en fait, non, les gens écoutent votre podcast pour le contenu que vous y délivrez, mais aussi pour votre personnalité. Donc, soyez vous-même, parlez comme vous parleriez à des amis, de la famille, avec vos expressions. Si vous êtes du genre à dire plein de gros mots, dites plein de gros mots. Si au contraire vous êtes du genre à, comme moi, avoir des expressions désuètes qui veulent rien dire, mais que tout le monde comprend, tu vois, pas piquer des hannetons. Eh ben, en fait, tu connais pas l'expression pas piquer des hannetons? Non. Donc ouais, tu vois, en fait, il faut juste être soi et pas avoir peur de laisser exprimer sa personnalité sans en faire des caisses non plus, mais sans se brider en disant je dois être corpo parce que les gens sont là juste pour le contenu. C'est pas vrai. Non, exactement. Le podcast, c'est un média. Moi, j'aime bien dire, c'est un média intime, c'est un média où vous allez chuchoter à l'oreille de vos auditeurs, voire de vos consommateurs, si vous êtes dans une optique d'avoir un podcast business. Donc, c'est un moment qui est hyper privilégié. Rendez-vous compte, la personne, elle va vous donner de son temps. Alors oui, elle fait d'autres choses à côté. C'est la magie du podcast, c'est génial. On peut rentabiliser son temps en écoutant un podcast. N'empêche qu'elle vous donne une partie de son temps. Là, vous êtes en train de nous donner une partie de votre temps et c'est trop cool et on vous remercie pour ça. Et donc, du coup, soyez vous-même parce que vraiment, la personne, elle va revenir parce que justement vous êtes dans ce côté intimiste et de partage. Bon, ça fait un peu très bisounours ce que je dis, mais le podcast c'est vraiment ça, c'est un média intimiste dans lequel vous allez vraiment donner une partie de vous. La voix c'est hyper important, en plus moi je suis de plus en plus sensible à la voix plus qu'à l'image, et donc n'ayez pas peur de vous mettre en avant aussi, de faire en sorte que votre podcast c'est vous êtes l'hôte du podcast et jouez-en. Ouais, exactement. Soyez vous-même. N'en faites pas trop, n'en faites pas non plus passer, mais juste n'ayez pas peur d'être vous-même parce que c'est ça qui va faire que les gens vont vouloir vous écouter encore et encore. Exactement. Trop bien. Emma, on a fait, je pense, un très très bon tour. Je suis ultra fan de la valeur ajoutée de cet épisode de podcast. C'est juste dingue. J'ai même appris des choses à titre perso. On a débriefé de plein de trucs. Il y avait des exemples et tout. Donc, un immense merci pour ça. Est-ce que tu aurais envie de faire un dernier message de ton choix? Ça peut être une citation, une prise de conscience, un encouragement, une ressource que tu adores, enfin ce que tu veux, pour tous les podcasteurs et futurs podcasteurs qui nous écoutent. Alors c'est plutôt un encouragement. J'ai fait un épisode de tips sur les 4 mythes à briser avant de lancer son podcast que tu pourras mettre aussi dans la description. Il faut pas avoir peur des gens qui ont potentiellement les mêmes idées de podcast que vous. Il faut pas se dire j'ai pas une voix assez sexy pour le podcast. Non, parce qu'il faut être vous-même. Il faut pas se dire je vais peut-être pas tenir le rythme, mais en fait si vous mettez un rythme raisonnable dès le début, ça marchera. Il faut pas vous dire mon idée c'est un podcast de niche. Tant mieux, ça veut dire que vous allez pouvoir aller parler à une communauté super engagée. Vraiment, il y a plein de fausses barrières qu'on se met et qu'on n'arrive pas, qu'on a du mal à enjamber. Et vraiment, le podcast, la magie du podcast aussi, c'est que c'est un format qui est quand même très facile à produire. Vous pouvez être chez vous. Moi, ça m'est arrivé d'enregistrer à l'époque quand je faisais Raconte-moi ta ville. J'ai enregistré pendant le confinement un épisode sous ma couette pour que le son soit étouffé. Enfin, c'est pour vous dire. J'ai fait la même chose avec le dictaphone de mon téléphone avec une couette pour exactement pareil. Un peu le son et tout. C'est pour vous dire que vraiment c'est facile. Alors si vous avez un peu d'ambition pour le podcast, c'est mieux d'avoir le micro et d'être dans une pièce insonorisée, mais vous pouvez commencer facilement juste pour tester, voir si vous êtes aussi à l'aise avec le format et donc ne restez pas bloqué sur des fausses croyances quoi. Vraiment lancez-vous et puis vous verrez bien en fait. Trop bien. Merci énormément, Emma, pour tout. Donc, vous avez compris, Ocha, c'est trop bien. En fait, c'est plus qu'une plateforme d'hébergement de podcast qui rend plateforme marketing. C'est une plateforme marketing. Ouais. Il y a l'option YouTube, il y a l'option newsletter, il y a on a parlé le PSO. Enfin, il y a vraiment tout ça. Je trouve ça extraordinaire. Moi, je suis convaincue de l'outil. Et j'ai négocié fortement avec vous parce que j'avais un code affilié point, mais qui apportait rien aux auditeurs. C'était juste un code affilié pour moi. Et j'ai négocié fort avec vous. J'aurais dit, est-ce qu'on peut avoir un petit quelque chose pour les auditeurs du podcast Je peux pas, j'ai business. Et vous m'avez fait un code promo qui donne droit à
à 3 mois gratuits sur le plan Boost. Donc le code promo est un peu long, donc je vais pas le dire à l'oral, mais je mettrai toutes les infos dans la description de cet épisode de podcast. Donc n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien, à rentrer le code promo et vous allez voir sur le plan Boost vos 3 premiers mois gratuits. C'est un lien affilié, donc moi je gagne ma petite com au passage, hein, c'est dit. Mais voilà, encore une fois, je ne fais la promotion que des outils que j'utilise personnellement et que j'adore. Donc merci pour tout ce que vous faites. Merci Aline, franchement c'était un super épisode et j'espère que ça a motivé les troupes pour se lancer dans le podcast. Et je pense que ça a un petit peu aussi désacralisé le côté très opaque de pourquoi mon podcast décolle pas, parce que c'est comme tout, il y a des stratégies de marketing derrière et on les a alignées une par une. Super. Merci beaucoup. Et voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Comme spécifié au fur et à mesure de l'épisode, absolument tous les liens, et il y en a eu beaucoup, je sais, qu'on a cités avec Emma au cours de l'épisode, et même ceux dont je vous ai parlé en introduction, sont en description de cet épisode de podcast, donc n'hésitez pas à vous référer à ça. Si l'épisode vous a plu, comme toujours, vous connaissez la chanson, je vous laisse mettre une note et un commentaire sur la plateforme de votre choix, sur votre plateforme d'écoute. Merci à tous ceux qui prennent quotidiennement le temps, la peine de le faire. À vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez, et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!